Bonjour, aujourd'hui on continue la lecture de Sido suivie de l'Évry de la vigne de Colette. On a fini Sido et on est arrivé à la 16e nouvelle de l'Évry de la vigne. Partie de pêche pour Léon Hamel. Vendredi. Marthe dit: Mes enfants, on va pêcher demain à la pointe. Café au lait pour tout le monde à 8 heures. L'auto plaquera ceux qui ne seront pas prêts. Et j'ai baissé la tête et j'ai dit: Chouette, avec une joie soumise qui n'exclut pas l'ironie. Marthe, créature combative, inflige les félicités d'un ton dur et d'un geste coupant. Péremptoire, elle complète le programme des fêtes. On déjeunera là-bas, dans le sable. On emmène vous, et puis le silencieux qui va rafler tout le poisson, et puis Maggie pour qu'elle étrenne son beau costume de bain. Là-dessus, elle a tourné les talons. Je vois, de loin, sur la terrasse qui domine la mer, son chignon roux, qui interroge l'horizon d'un air de menace et de défi. Je crois comprendre, au hochement de son petit front guerrier, qu'elle murmure: Qu'il pleuve demain et nous verrons. Elle rentre, et délivrée du poids de son regard, le soleil peut se coucher tranquillement au-delà de la baie de Somme, désert humide et plat où la mer, en se retirant, a laissé des lacs oblongs, des flaques rondes, des canaux vermeils où baignent les rayons horizontaux. La dune est mauve, avec une rare chevelure d'herbes bleuâtres, des oasis de liserons délicats, dont le vent déchire, dès leur éclosion, la jupe parapluie veinée de roses. Les chardons de sable en tôle azurée se mêlent à l'arrêt de bœuf fleurie de carmin, l'arrêt de bœuf qui pique d'une épine si courte qu'on ne se méfie pas de lui. Fleur pauvre et dure qui ne se fane guère et brave le vent et la vague salée, fleur qui sied à notre petite hôtesse batailleuse, ce beau chardon roux au regard d'écolier sans vergogne. Pourtant, çà et là, verdit la criste marine, grasse, juteuse, acidulée, chair vive et tendre de ces dunes pâles comme la neige. Quand cette poison de Marthe, mon amie, a exaspéré tout le monde, quand on est tout prêt à cause de sa face de jeune furie, de sa voix de potache, d'oublier qu'elle est une femme, alors Marthe rit brusquement, rattache une mèche roux s'envoler en montrant des bras clairs, luisants, dans lesquels on voudrait mordre et qui craqueraient frais, acidulés et juteux sous la dent comme la criste marine. La baie de Somme, humide encore, mire sombrement un ciel égyptien, framboise, turquoise et cendre verte. La mer est partie si loin qu'elle ne reviendra peut-être plus jamais? Si, elle reviendra, traîtresse et furtive comme je la connais ici. On ne pense pas à elle, on lit sur le sable, on joue, on dort face au ciel, jusqu'au moment où une langue froide, insinuée entre vos orteils, vous arrache un cri nerveux. La mer est là, toute plate, elle a couvert ces 20 kilomètres de plage avec une vitesse silencieuse de serpent. Avant qu'on l'ait prévue, elle a mouillé le livre, noirci la jupe blanche, noyé le jeu de croquet et le tennis. 5 minutes encore et la voilà qui bat le mur de la terrasse d'un flac doux et rapide, d'un mouvement soumis et content de chienne qui remue la queue. Un oiseau noir jaillit du couchant, flèche lancée par le soleil qui meurt. Il passe au-dessus de ma tête avec un crissement de soie tendue et se change contre l'est obscur en goéland de neige. Samedi matin, 8 heures. Brouillard bleu et or, vent frais, tout va bien. Marthe pérore en bas et les peuples tremblent prosternés. Je me hâte. Arriverai-je à temps pour l'empêcher de poivrer à l'excès la salade de pommes de terre? 8h30. Départ. L'auto ronronne, pavoisée de havenaux flottants. Du fond d'un imperméable verdâtre, de dessous une paire de lunettes bombées, la voix de Marthe vitupère le zèle maladroit des domestiques. Ces empotés qui ont collé les abricots contre le rôti de porc frais. Pourtant elle condescend à me tendre une patte gantée, et je devine qu'elle me sourit avec une grâce scaphandrière. Maggie, mal éveillée, prend lentement conscience du monde extérieur et sourit en anglais. Nous savons tous qu'elle cache, sous son long paletot, un costume de bain pour music-hall, tableau de la pêche aux crevettes. Le silencieux qui ne dit rien fume avec volubilité. 8h trois quarts. Sur la route plate qui se tortille inutilement et cache à chaque tournant un paysan et sa charrette, Marthe, au volant, freine un peu brusquement et rogne dans son scaphandre. 8h50. Tournant brusque, paysan et charrette, embardés sur la gauche, Marthe crie: Cocu! 9h. Tournant brusque, au milieu de la route, petit garçon et sa brouette à crottin. Embardé à droite, Marthe frôle le gamin et lui crie: Cocu! Déjà, pauvre gosse. 9h20.
La mer, à gauche, entre des dunes arrondies. Quand je dis la mer, elle est encore plus loin qu'hier soir. Mes compagnons m'assurent qu'elle est montée pendant mon sommeil jusqu'à cette frange de petites coquilles roses, mais je n'en crois rien. Les belles petites coquilles veinées de lignes sanguines, incurvées en pétales de rose. Ce n'est pas des coquilles, m'explique Maggie, c'est les ongles des sirènes. 9h30. Les cabanes. 3 ou 4 cercueils noirs en planches goudronnées tachent la dune d'un sable si pur ici, si délicatement mamelonné par le vent qu'on songe à la neige, à la Norvège, à des pays où l'hiver vierge ne finit point. Dans un immobile roulis, le sable fin creuse une alcôve, où, malgré les cris de la mauve, on peut se blottir et, pour lit, la dune a de charmants replis, murmure le silencieux poète modeste. Marthe, excitée, se penche sur son volant et enlise 2 roues de l'auto. Plus vive qu'un petit bulle, elle saute à terre, constate le dommage et déclare avec calme: « C'est aussi bien comme ça, d'ailleurs, je n'aurais pas pu tourner plus loin. » Nous avons atteint le bout du monde. La dune, toute nue, abrite entre ses genoux ronds les cabanes noires, et devant nous fuit le désert qui déçoit et réconforte, le désert sous un soleil blanc, dédoré par la brume des jours trop chauds. 10h. Tribu papou conjurant l'esprit des eaux amères. C'est la légende que j'écrirai au verso de l'instantané que vient de prendre Maggie. Les indigènes, à tête de phoque mouillée, dans l'eau jusqu'au ventre, la battent avec de longues perches en hurlant rythmiquement. Ils rabattent le poisson dans le filet tendu en travers d'un grand lac allongé, un grand bout de mer qu'abandonne ici la marée négligente. Le carlet y grouille, et la crevette grise, et le flé, et la limande. Marthe s'y rue et fouille les rives de sable mouvant avec une activité de bon ratier. Je l'imite, à pas précautionneux d'abord, car toute ma peau se hérisse à sentir passer entre mes chevilles quelque chose de plat, vif et glissant. À vous, bon Dieu, vous ne la voyez donc pas? Quoi? La limande, là! Là, oui, une assiette plate, nacrée, qui miroite et file entre 2 eaux. Héroïque, je fouille le fond de l'eau à 4 pattes, à plat ventre, traîné sur les genoux. Un bref jappement, c'est Marthe qui crie de triomphe et lève au bout de son bras ruisselant l'assiette plate qui se tord et fouette. Je crèverai de jalousie si je reviens bredouille. Où est le silencieux? Oh, le lâche, il pêche au havenot. Et Maggie? Ça va bien, elle nage, soucieuse uniquement de sa plastique et de son maillot de soie framboise. C'est contre Marthe seule que je lutte, Marthe et son calot de cheveux rouges collés, Marthe ficelée dans du gros jersey bleu, petit Mathurin à croupe ronde. Les bêtes, je les sens, elles me narguent. Un gros lançon de nacre jaillit du sable mou, dessine en l'air de sa queue de serpent un monogramme étincelant et replonge. Je n'ai pas pu lire ce qu'il a écrit, mais je suis sûre que ça voulait dire « Zut !» 10h. La tribu papou a fini ses conjurations. L'esprit des eaux amères, sensible aux hurlements rituels, a comblé de poissons plats leurs filets. Sur le sable, captive encore sous les mailles goudronnées, agonisent les belles plis au ventre émouvant, l'insipide flé, les carlets éclaboussés d'un sang indélébile. Mais je ne veux que la proie traquée par mes seules mains écorchées, entre mes genoux écaillés par le sable et les coquilles tranchantes. Le carlet, je le connais à présent. C'est un gros serin qui pique du nez droit entre mes chevilles jointes et s'y bloque. La limande n'est pas plus maligne. Nous pêchons côte à côte, Marthe et moi, et le même jappement nous échappe quand la prise est belle. 11h30. Le soleil cuit nos nuques et nos épaules qui émergent de l'eau tiède et corrosive. La vague, sous nos yeux fatigués, danse en moire glauque, en bagues dorées, en colliers rompus. Aïe, mes reins! Je cherche mes compagnons muets. Le silencieux arrive, juste comme Marthe, à bout de force, gémit. J'ai faim. Le silencieux fume, et son gros cigare ne lui laisse que la place d'un sourire d'orgueil. Il tend vers nous son havenot débordant de nacre vivante. Maggie vient à son tour, ravie d'elle-même, elle a pris 7 crevettes et un enfant de sole. « À la soupe, les enfants !» crie Marthe. « Les indigènes charrieront le gibier jusqu'à l'auto. »« Oh, on va emporter tout? Il y en a au moins 50 livres. » D'abord, ça fond beaucoup à la cuisson. On en mangera ce soir en friture, demain matin au gratin, demain soir au courbouillon, et puis on en mangera à la cuisine et on en donnera peut-être aux voisins. 1h. Assis sous la tente, nous déjeunons lentement, dégrisés.
Là-bas, au bout du désert aveuglant et sans ombre, quelque chose bout mystérieusement, ronronne et se rapproche. La mer. Le champagne ne nous galvanise pas, la migraine plane sur nos têtes laborieuses. Nous nous contemplons sans aménité. Marthe a pincé un coup de soleil sur son petit nez de boule. Le silencieux bâille et mâche son 5e cigare. Maggie nous choque un peu, trop blanche et trop nue dans son maillot framboise. Ce n'est pas de la chair pour plein jour, me chuchote Marthe. Et puis, elle a trop l'air de savoir qu'elle est presque nue. Qu'est-ce qui sent comme ça s'écrie-t-elle tout haut. Ça empeste le musc et je ne sais quoi encore. Mais c'est le poisson. Les filets pleins pendent là. Mes mains aussi empestent. C'est le filet qui sent cette pourriture musquée. Si on donnait un peu de poisson à ces braves indigènes. 2 heures. Retour morne. Nous flairons nos mains à la dérobée. Tout sent le poisson cru. Le cigare du silencieux, le maillot de Maggie, la chevelure humide de Marthe, le vent d'ouest mou et brûlant sent le poisson, la fumée de l'auto et la dune glacée d'ombre bleue, et toute cette journée sente le poisson. 3 heures. Arrivée. La villa sent le poisson. Farouche, le cœur décroché, Marthe s'enferme dans sa chambre. La cuisinière frappe à sa porte. Madame veut-elle me dire si elle veut les limandes frites ou gratinées ce soir? Une porte s'ouvre furieusement et la voix de Marthe vocifère. Vous allez me faire le plaisir de faire disparaître de la maison toute cette cochonnerie de Marie, et pendant 1 semaine, je vous défends de servir autre chose que des œufs à la coque et du poulet rôti. Music-hall pour Serge Basset. On répète en costume à Alix, une pantomime que les communiqués prévoient sensationnelle. Le long des couloirs qui fleurent le plâtre et l'ammoniaque, au plus profond de l'orchestre, abîme indistinct, circulent et se hâtent d'inquiétantes larves. Rien ne marche. Pas fini, le décor trop sombre qui boit la lumière et ne la rend pas. Mal réglés les jeux de halo du projecteur. Et cette fenêtre rustique enguirlandée de vignes rousses qui s'ouvre de bonne grâce mais refuse de se clore. Le mime W, surmené, fait sa dame aux camélias, la main sur l'estomac pour contenir une toux rauque. Il tousse à effrayer, il tousse à en mourir, avec des saccades de mâchoire d'un dramatique. Le petit amoureux s'est, dans son trouble, grimé en poivreau, nez rouge et oreilles blafardes, ce pourquoi il s'entend nommer par l'organe expirant du mime W, fourneau, cordonnier et même vaseline. Rien ne marche, rien ne marchera. Le patron est là, sur le plateau, le gros commanditaire aussi, celui qui ne se déplace que pour les numéros coûteux. Le compositeur, un grand type mou qui a l'air de n'avoir d'os nulle part, laissant toute espérance, a dégoté derrière un portant le chaudron des répétitions, le piano exténué aux sonorités liquides de Mustel, et se nettoie les oreilles, comme il dit, avec un peu de Debussy. Mes longs cheveux descendent jusqu'au bas de la tour. Quant aux musiciens de l'orchestre, ils s'occupent à coup sûr d'améliorer en France la race chevaline. De la contrebasse à la petite flûte, le jockey circule. Et Madame Loquette, s'écrie le patron nerveux, on ne la voit pas souvent. Son costume n'est pas prêt, exhale le mime W dans un souffle. Le patron sursaute et aboie, au premier plan, la mâchoire tendue au-dessus de l'orchestre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Son costume pas prêt? Un costume à transformation quand on passe ce soir? C'est des coups à se faire emboîter, ça, mon petit. Geste d'impuissance du mime W, geste peut-être d'adieu à la vie, il est si enrhumé. Soudain, l'agonisant bondit comme un pelotari et retrouve une voix de bedeau pour beugler. N2D, touchez pas à ça, c'est mon lingue à jus de groseille. Avec des mains d'infirmière, il manie et essaie son poignard truqué, accessoire de précision qui saigne des gouttes sirupeuses et rouges. Ah, voilà Madame Loquette, enfin! On se précipite avec des exclamations de soulagement vers la principale interprète. Le gros commanditaire assure son monocle. Madame Loquette, qui a froid, frissonne des coudes et serre les épaules sous son costume peut-être monténégrin, sans doute croate, à coup sûr moldo-valaque, avec quelque chose de dalmate dans l'allure générale. Elle a faim. Elle vient de passer 4 heures debout chez Landolphe. Elle bâille d'agacement. Voyons ce fameux costume. C'est une déception. Trop simple, murmure le patron. Un peu sombre, laisse tomber le gros commanditaire. L'auteur de la musique, oubliant Péléas, s'approche onduleux et désossé et dit pâteusement
C'est drôle, je ne le voyais pas comme ça. Moi, j'aurais aimé quelque chose de vert avec de l'or, et puis un tas de machins qui pendent, des fourbis, des édipoifs, quoi. Mais le mime W, enchanté, déclare que ce rouge-rose fait épatamment valoir les feuilles mortes et les grilles de sa défroque de contrebandier. Madame Loquette, les yeux ailleurs, ne répond rien et souhaite seulement de toutes les forces de son âme un sandwich au jambon, ou deux, ou trois, avec de la moutarde. Silence soucieux. Enfin, soupire le patron, voyons le dessous. Allez-y, W, prenez votre scène au moment où vous lui arrachez sa robe. Le bronchité, le pneumonique se transforme, d'un geste de son visage en brute montagnarde, et se rue poignard levé sur madame Loquette, l'affamée Loquette devenue brusquement une petite femelle traquée, haletante, les griffes prêtes. Il lutte un court instant, la robe se déchire du col aux chevilles, madame Loquette apparaît demi-nue, le cou renversé au fer au couteau. Hep, arrêtez-vous, mes enfants, l'effet est excellent, pourtant, attendez. Les hommes se rapprochent de la principale interprète. Silence studieux. Elle laisse, plus indifférente qu'une pouliche à vendre, errer leur regard sur ses épaules découvertes, sur la jambe visible hors de la tunique fendue. Le patron cherche, clappe des lèvres, ronchonne. Évidemment, évidemment, ce n'est pas assez nu, là. La pouliche, indifférente, tressaille comme piquée par un taon. Pas assez nu? Qu'est-ce qu'il vous faut? Eh, il me faut, je ne sais pas, moi. L'effet est bon, mais pas assez éclatant, pas assez charnu, pas assez nu, je maintiens le mot. Tenez cette mousseline sur la gorge, c'est déplacé, c'est ridicule, c'est engonçant, il me faudrait… Inspiré, le patron recule de 3 pas, étend le bras, et d'une voix d'aéronaute quittant la terre, « Lâchez un sein !» crie-t-il. Même cadre. On répète la revue. Une revue comme toutes les revues. C'est l'internement de 4 à 7 heures, de tout un pensionnat pauvre et voyant, bavard, empanaché, grand chapeau agressif, bottines dont le chevreau égratigné bleuit, jaquette mince qu'on rehausse d'un tour de cou en fourrure. Peu d'hommes. Les plus chics reluisent d'une élégance boutiquière, les moins fortunés tiennent le milieu entre le lad et le lutteur. Quelques-uns s'en tiennent encore au genre démodé du rapin d'opérette. Beaucoup de cheveux et peu de linge, mais quel foulard! Tous ont, en passant de la rue glaciale au promenoir, le même soupir de détente et d'arrivée, à cause de la bonne chaleur malsaine que soufflent les calorifères. Sur le plateau, le chaudron des répétitions fonctionne déjà, renforcé pour les danses d'un violon vinaigré. 13 danseuses anglaises se démènent avec une froide frénésie. Elles dansent dans cette demi-nuit des répétitions comme elles danseront le soir de la générale, ni plus mal, ni mieux. Elles jettent vers l'orchestre vide le sourire enfantin, l'œil aguicheur et candide dont elles caresseront à la première les avant-scènes. Une conscience militaire anime leur corps grêle et dur jusqu'à l'instant de redevenir, le portant franchi, des enfants maigres et gais nourris de sandwichs et de pastilles de menthe. Au promenoir, une camaraderie de prisonnières groupe les petites marcheuses à 3 louis par mois, celles qui changeront 6 ou 8 fois de costume au cours de la revue. Autour d'un guéridon de bar, elles bavardent comme on mange, avec fièvre, avec gloutonnerie. Plusieurs tirent l'aiguille et raccommodent des nippes de gosses. L'une d'elles séduit par sa minceur androgyne. Elle a coiffé ses cheveux courts d'un feutre masculin, d'une élégance très ramor. Les jambes croisées sous sa jupe courte, elle fume et promène autour d'elle le regard insolent et sérieux d'une mademoiselle de Maupin par Audrey Birdsley. L'instant d'après, sa cigarette finie, elle tricote, les épaules basses, une paire de chaussons d'enfant. Pauvre petite Maupin de Montmartre qui arbore un vice seyant comme on adopte le chapeau du jour. Qu'est-ce que tu veux, on n'a pas de frais de toilette, avec 2 galures et 2 costumes tailleurs, je fais ma saison, et puis il y a des hommes qui aiment ça. Une boulotte camuse aux yeux luisants, costaude, courtaude, coud d'une main preste et professionnelle, en bavardant âprement. Ils vont encore nous coller une générale à 00h30, comme c'est commode. Moi que j'habite au Lion de Belfort parce que mon mari est ouvrier serrurier. Alors, vous comprenez, la générale finit sur les 3h30, peut-être 4h, et je suis sûre de rentrer sur mes pattes juste à temps pour faire la soupe à mon mari qui s'en va à 5h30. Et puis après, les 2 gosses qu'il faut qu'ils aillent à l'école. Celle-ci n'a rien d'une révoltée, d'ailleurs. Chaque métier a ses embêtements, n'est-ce pas? Dans une baignoire d'avant-scène,
Un groupe coquet, emplumé, fourré, angora, s'isole et tient salon. Il y a la future commère et la diseuse engagée pour 3 couplets, et la petite amie d'un des auteurs, et celle du gros commanditaire. Elles gagnent toutes entre 300 et 2 000 francs par mois. Mais on a des renards de 200 louis et des sautoirs de perles. On est pincée, posée, méfiante. On ne joue pas à l'artiste. Oh Dieu, non. On ne parle pas métier. On dit, moi, j'ai eu bien des ennuis avec mon auto. Moi, je n'irai pas à Monte-Carlo cet hiver, j'ai horreur du jeu. Et puis, après la revue, je serai si contente de me reposer un peu chez moi, de ne pas sortir le soir. Mon ami adore la vie de famille. Nous avons une petite fille de 4 ans qui est un amour. Ici, comme à côté, l'enfant se porte beaucoup, légitime ou non. J'entends l'institutrice de bébé. Mon petit Jacques est déjà un homme, ma chère. L'une d'elles renchérit et avoue modestement 4 garçons. Ce sont des cris, des exclamations d'étonnement et d'envie. La jeune pondeuse, fraîche comme une pomme, se rengorge avec une moue d'enfant gâté. En face d'elle, la plus jolie de toutes médite, les doigts taquinant son lourd collier de perles irisées, et fixe dans le vide un regard bleu-mauve d'une nuance inédite et sûrement très coûteuse. Elle murmure enfin. Ça me fait songer que je n'ai pas eu d'enfant depuis 2 ans. Il m'en faut un pour dans 14 mois. Et comme on rit autour d'elle, elle s'explique, paisible. Oui, dans 14 mois. Ça me fera beaucoup de bien. Il n'y a rien qui dépure le sang comme un accouchement. C'est un renouvellement complet. On a un teint après. J'ai des amis qui passent leur vie à se purger, à se droguer, à se coller des choses sur la figure. Moi, au lieu de ça, je me fais faire un enfant. C'est bien plus sain. Rigoureusement sick. En quittant le promenoir, je frôle du pied quelque chose qui traîne sur le tapis sale. Un peu plus, j'écrasai une main, une petite patte enfantine, la pomme en l'air. Les petites Anglaises se reposent là, par terre, en tas. Quelques-unes, assises, s'adossent au mur. Les autres sont jetées en travers de leurs genoux ou pelotonnées en chiens de fusil, et dorment. Je distingue un bras mince, nu jusqu'au coude, une chevelure lumineuse en coque rousse au-dessus d'une délicate oreille anémique. Sommeil misérable et confiant, repos navrant et gracieux de jeunes bêtes surmenées. On songe à une portée de chatons orphelins qui se serrent pour se tenir chaud.